Du désert du Kalahari aux grandes étendues de la Outback australien, l'art du pistage, autrefois essentiel à la survie des hommes, devient aujourd'hui extrêmement rare. L'art du pistage s'appuie sur un savoir-faire vieux de plusieurs centaines de milliers d'années. Un héritage précieux qu'il est important de préserver. Il a sa place dans le monde moderne. C'est une science qui nous offre une opportunité unique de comprendre notre environnement. Les animaux ont évolué de façon à devenir le moins visible possible dans leur habitat. Pour déceler les traces presque imperceptibles qu'un animal laisse derrière lui, il faut des connaissances au moins aussi pointues que celles d'un biologiste ou d'un zoologiste. Les pisteurs ont une façon incomparable d'appréhender leur environnement. L'art du pistage est l'un des aspects les plus fascinants de l'expérience humaine. Certains considèrent qu'il est à l'origine même de la science. Pour traquer leur proie, les animaux utilisent essentiellement la vue, l'ouïe, l'odorat et la perception des champs magnétiques terrestres. Les hommes, eux, ont surtout recours à l'intelligence. L'utilisation du pistage dans de nouveaux domaines de la recherche scientifique pourrait permettre de sauver ce savoir-faire ancestral. Dans le parc national de Kalahari James Bok vivent encore des chasseurs-cueilleurs, les San, plus connus sous le nom de Bushmen ou Bushmen. Ils ne sont plus que 2000. Les Bushmen sont éparpillés sur le vaste territoire du Kalahari et pendant la saison sèche, ils se dispersent encore davantage en toutes petites bandes itinérantes. Dans ce groupe familial, il y a Dao, une des femmes les plus respectées de la région. Ses 2 neveux et une jeune maman, Nao. Tui est le plus âgé de la bande, le pisteur le plus expérimenté. Il a toujours à ses côtés Nani et Kung, 2 excellents tireurs. Pourtant, cette journée de chasse n'a rien donné. Les hommes rentrent bredouilles au campement. Ce soir, ils n'auront rien d'autre à manger que les herbes, les baies et les racines collectées dans la nature par les femmes. Depuis des milliers d'années, les Bushmen du Kalahari sont des nomades qui se déplacent au gré des saisons et de la migration de leurs animaux sacrés. Lorsque des mines de diamants ont été découvertes sur leurs terres ancestrales, ils en ont été chassés et ont dû renoncer en grande partie à la vie qu'ils menaient depuis toujours. Les groupes qui subsistent aujourd'hui ont la vie dure. Ils ne peuvent plus chasser qu'en marge de leur ancien territoire, où le gibier est peu abondant. Même des chasseurs chevronnés comme Tui, Nani et Kung n'arrivent pas à abattre plus d'1 gros gibier par mois. Cela ne représente qu'1 cinquième de leur nourriture. Ils complètent avec les végétaux que les femmes trouvent dans le bush. Si les plantes et les animaux sont essentiels à leur survie, ils sont aussi les éléments fondateurs de leur culture et de leur spiritualité. Les Bushmen pensent que l'âme de chaque homme renaît dans un animal. Pour eux,
les animaux sont des hommes réincarnés. Dès son plus jeune âge, un enfant s'identifie à un animal. Tous les récits traditionnels parlent d'animaux et de chasse. Nani raconte aux jeunes l'histoire de la girafe, qui était tellement occupée à manger qu'elle a oublié de regarder derrière elle et n'a pas vu le lion approcher. Ces récits fondateurs servent à transmettre de génération en génération des connaissances ancestrales sur les animaux et leur comportement. Ils servent en somme à sauvegarder la culture des Bushmen. Toohey a fait partager son savoir à Louis Liebenberg, un scientifique qui a vécu parmi les Bushmen et qui a étudié leur culture pendant des années. Il a un profond respect pour ce peuple et pour ses talents de pisteur, qui sont selon lui le fondement même de la science dite moderne. Je pense que c'est dans des régions sablonneuses comme celle du Kalahari que l'art de pister les animaux sauvages est né. Ce sont des gens comme Toohey et ses ancêtres qui, pendant des centaines de milliers d'années, ont perfectionné cet art jusqu'à en faire une science très poussée. La mythologie du Kalahari, les Bushmen, le pistage, tout cela me fascine depuis mon enfance. Il y a comme un gigantesque mystère dans cette étendue sauvage. Si les empreintes semblent évidentes et faciles à suivre, elles comportent en fait des subtilités et des variantes assez complexes. Pour être capable de prévoir les déplacements d'un animal, les pisteurs doivent connaître et son environnement et l'animal lui-même, au point de pouvoir s'identifier à lui. Il faut qu'ils puissent visualiser comment il se déplace, comment il bouge et où il se dirige. Ils doivent devenir cet animal. L'art du pistage est sans doute la plus ancienne des sciences. Il remonte à des centaines de milliers d'années. L'intelligence moderne s'est développée à l'époque où les hommes étaient encore des chasseurs-cueilleurs. Notre cerveau, qui a évolué alors que nous vivions de chasse et de cueillette, est aujourd'hui capable de faire de la physique et des maths. Les vastes connaissances et l'expertise que possèdent les plus vieux pisteurs se perdent tout simplement parce qu'elles ne sont pas reconnues. Ici, dans le parc national de James Bok, ce n'est pas pour chasser que les Bushmen utilisent leur qualité de pisteurs, mais pour protéger la faune. Klaus Cooper est un Bushman qui travaille comme ranger dans le Kalahari James Bok National Park. Aujourd'hui, il piste une femelle oryx, venue d'une réserve privée et récemment introduite dans le parc. Elle est à un stade de grossesse avancé et il veut s'assurer qu'elle a pu s'intégrer à un troupeau. Klaus cherche un oryx parmi des centaines d'autres sur un immense territoire. Mais sa compétence est telle qu'il peut reconnaître parmi des centaines d'autres empreintes celle de 7 femelles. Il constate qu'à cause de sa gestation, elle a une foulée différente. Elle est plus lourde et cela se voit dans les traces laissées par ses sabots. Il doit essayer de suivre ces traces, même si elles ont été partiellement piétinées par d'autres animaux. Pour cela, il doit savoir lire toutes les traces de sa présence. Non seulement les empreintes de ses sabots, mais bien d'autres signes encore. Il y a toutes sortes de traces et de signes dans la nature qui trahissent le passage d'un animal. La façon dont l'herbe a été foulée, la façon dont un caillou a été déplacé ou des branches pliées, selon la direction suivie par l'animal. Klaus remarque que la femelle oryx a brouté ici. Ses feuilles fanées par terre indiquent qu'elle est passée par là il y a quelques heures. Il pense savoir vers où elle se dirige,
Et s'il devine son trajet, c'est aussi parce qu'il connaît par cœur le comportement de cette espèce. Klaus devient l'animal qu'il est en train de pister. Quand le soleil arrive au zénith, la plupart des animaux cherchent un coin d'ombre ou un point d'eau. Mais Klaus sait que les oryx n'ont pas besoin de boire. Ils s'hydratent en mangeant des tubercules juteux qu'ils trouvent sous le sable. Il voit qu'elle a creusé ici. Il trouve également des signes qui montrent qu'elle a été surprise, peut-être par des lions présents dans le coin. Ici, il y a des empreintes toutes fraîches. Arrivés au sommet de cette colline, Louis et Klaus l'aperçoivent à l'ombre d'un arbre. Elle semble avoir été acceptée par son nouveau troupeau. Mais comme son petit n'est pas encore né, Klaus va continuer à la pister pendant quelques jours. Il veut être là au moment de la mise bas, pour veiller sur la sécurité de la mère et du nouveau-né. Pour Tooey et les autres Bushmen, une nouvelle journée de chasse commence. Pour mettre toutes les chances de leur côté, les chasseurs ont besoin d'une arme assez légère. Traquer le gibier demande de longues heures de marche. Tooey prépare sa flèche. Il va la rendre mortelle à l'aide d'une substance particulière. Cette substance est enfouie sous la terre, mais Dao sait exactement où la trouver. Il s'agit d'un poison extrêmement toxique, produit par un parasite qui vit dans une larve de scarabée entre les racines d'un arbre. Il faut manipuler les cocons avec une infinie précaution. Ce poison est mortel s'il pénètre dans le sang, ne serait-ce que par une minuscule cicatrice. La préparation du poison est une opération très délicate. En mastiquant un morceau d'écorce d'acacia jaune, Tooey obtient une sorte de gomme liquide. Il la mélange au reste de poison qu'il a récupéré sur la pointe de flèche. Ensuite, il sort une larve de son cocon, lui arrache la tête et extrait de ses intestins un poison neuf qu'il mixe avec l'ancien pour rafraîchir sa toxicité. Le poison n'est jamais appliqué sur la pointe de la flèche, au cas où le chasseur se piquerait accidentellement. Pour autant que je sache, il n'existe aucun antidote à ce poison. Si l'on en croit ce qu'ont raconté les premiers colons frappés par de telles flèches, on meurt dans des souffrances atroces. Cette insignifiante petite flèche est maintenant aussi mortelle qu'une balle. Le plus difficile dans ce type de chasse n'est pas de tirer, mais de trouver une cible.
Le sol est un véritable patchwork de traces d'animaux. Les bushmen du Kalahari constatent que des gnous sont passés par ici. Et chaque pisteur cherche à présent les empreintes les plus fraîches. Tui voit des indices dans la moindre pierre, le moindre caillou qui a été déplacé. Il est le maître pisteur de son groupe et il croit profondément à la magie. Pour lui, certains animaux ont des pouvoirs surnaturels. Le steenbok est de cela. Tui le dit capable d'éviter les flèches. Nani, lui, n'adhère pas à cette superstition. Quand il trouve les traces fraîches d'un steenbok, il le traque. Il le vise, mais raté. Aujourd'hui, la magie ou la chance était dans le camp des steenbok. La dimension magique et spirituelle du pistage varie d'un groupe à l'autre et d'un individu à l'autre au sein d'un même groupe. Certains sont très superstitieux, d'autres sont un peu plus sceptiques. Quand les pisteurs s'approchent de leur proie, ils ont des sensations dans certaines parties du corps. Par exemple, une sensation de brûlure au front signifie que la proie n'est pas loin. Tui examine la hampe de sa flèche. La pointe est partie. Il pense qu'elle est restée plantée dans la bête. Il faut retrouver ce phacochère. Les traces les conduisent jusqu'à un terrier. Blessé à mort, le phacochère n'a pas pu continuer à fuir. Il s'est réfugié sous terre. Une fois certain que l'animal ne bouge plus, les hommes commencent à creuser. Et voici la pointe de flèche. Tout est bon dans le phacochère. Tout passera dans le chaudron. Une fois cuit, le poison que contenait la flèche perd toute toxicité et la viande peut être consommée sans aucun risque. À l'autre bout du monde, sur les terres arides de l'Australie centrale, les animaux sauvages sont également très rares. Si les aborigènes australiens survivent ici depuis des centaines de milliers d'années, c'est parce qu'ils sont eux aussi des pisteurs et des traqueurs de haut vol. Teddy Igan Jangala avait appris l'art du pistage avec son père. À son tour, Teddy était déterminé à transmettre ce savoir-faire ancestral à ses enfants et petits-enfants. L'empreinte d'un kangourou roux, source de protéines numéro 1 pour Teddy et sa famille. Ces kangourous peuvent courir à 60 km/h en moyenne.
Une fois qu'une troupe prend la fuite, impossible d'espérer en capturer un. Les pisteurs doivent rester sous le vent s'ils ne veulent pas que les kangourous sentent leur présence. Teddy en a repéré un. Il fait signe aux enfants de rester là où ils sont et s'approche pour l'abattre. Le premier lancer de javelot est décisif. Le kangourou est touché, mais il réussit à s'enfuir. Teddy n'a pas pu le rattraper. Il ne leur reste qu'à suivre ses traces. Teddy retrouve l'animal blessé dans des buissons de mulga. D'un coup de javelot bien placé, il abrège ses souffrances. Ce soir, il y aura de la viande fraîche pour tout le monde. Et Teddy espère que son succès encouragera les jeunes générations à perpétuer la chasse traditionnelle. Teddy était aussi connu pour ses talents de pisteur dans un tout autre domaine. Il aidait la police à rechercher des criminels. L'inspecteur Andy McNeil est bien placé pour savoir combien Teddy excellait dans cet art. Je travaille avec des pisteurs aborigènes depuis 33 ans dans les services de police des territoires du Nord. Ils sont très précieux et Teddy Igan Jangala était un des meilleurs. Il nous aide en particulier dans les affaires criminelles pour rechercher des suspects. Ils ont une connaissance du terrain et une maîtrise du pistage réellement extraordinaire. Il faut le voir pour le croire. C'est pour ce savoir-faire de pisteur que la police a fait appel à Teddy pour résoudre les cas les plus difficiles. Grâce à lui, le tristement célèbre Billy Ben a pu être arrêté en 1967. Billy Ben avait abattu un inspecteur et 2 autres officiers de police avant de s'enfuir dans le bush avec sa femme et ses enfants. Teddy commence alors à suivre leurs traces sur un terrain difficile, très accidenté. C'est le domaine de Billy Ben. Il le connaît comme sa poche. D'ailleurs, il a lui-même travaillé dans la police. C'est un fin limier. Pendant des semaines, Teddy et Billy Ben rivalisent de ruse. Ben a pris soin d'envelopper ses pieds, ceux de sa femme et de ses enfants, dans des morceaux de couverture afin de brouiller les pistes. Mais Teddy a repéré d'autres empreintes, celles de leur chien qui les a suivies. Son œil expert a su différencier les traces des dingos de celles du chien. Bill Ben s'efforce de laisser le moins de traces possible. Il évite les buissons et les sentiers sablonneux, préférant marcher sur des pierres chaque fois qu'il le peut. Mais Teddy est toujours sur ses talons. Il examine chaque caillou retourné, étudie et interprète chacun des mouvements des fugitifs, devine quelles plantes ils ont cueillies, quelles bêtes ils ont capturées pour se nourrir. Quand il tombe sur un feu de camp, il peut dire depuis combien de temps ils sont repartis. Au bout de 3 semaines, Teddy trouve enfin le fuyard dissimulé derrière des rochers et risque sa vie pour le désarmer. Un acte héroïque qui lui a valu à titre posthume la médaille du courage. Un autre aborigène s'est illustré dans l'histoire du pistage, George Masgrave. Un jeune couple et leur petite fille étaient partis pêcher dans la forêt tropicale.
Ils avaient campé au bord d'une rivière et leur fille s'est brusquement éloignée d'eux sans qu'ils s'en aperçoivent. Très vite, elle se retrouve complètement perdue. Des recherches sont lancées sur le terrain, et même par hélicoptère. Mais la fillette reste introuvable. Le temps passe et les parents commencent à perdre espoir. Au bout de 10 jours, la police fait appel à l'un des meilleurs pisteurs qu'elle connaisse, George Musgrave. La police lui montre une photo de la fillette et l'emmène à l'endroit où ses parents l'ont vue pour la dernière fois. George se lance sur sa piste. Mais les nombreuses équipes parties à la recherche de la petite ont déjà exploré toute la zone. Pourtant, George identifie bientôt ses empreintes et se met en route, confiant. Elle a tourné en rond dans la forêt, en se nourrissant de ce qu'elle trouvait. George la suit à la trace, examine chaque brindille cassée et chaque caillou retourné, afin de revivre son trajet. Je ne voyais plus aucune empreinte. Alors j'ai relevé la tête et mes yeux sont tombés sur cette souche d'arbre. La petite fille était là. Elle m'a fait un signe de la main. Je lui ai dit « Bonjour, petite ». Elle a répondu « Bonjour ». Elle n'avait pas du tout peur. Elle m'a demandé « Où est mon papa ?» Je lui ai dit « Viens, je t'emmène retrouver ton père ». En dépit de leur remarquable savoir-faire, les pisteurs aborigènes ne sont plus employés à plein temps par la police australienne. Mais ceux qui ont eu l'occasion de travailler avec eux sont très admiratifs de leur capacité à lire sur le sol comme dans un livre ouvert. Les experts en pistage, tels que Teddy, sont capables de dire, rien qu'en examinant le sol, si quelqu'un est passé par là et à quel moment. Ils vous diront l'âge de la personne, sa taille, son sexe, si elle a fait demi-tour, si elle courait, si elle s'est arrêtée. C'est phénoménal. Dans la réserve de Thorny Bush, du parc Kruger en Afrique du Sud, l'art ancestral du pistage trouve aujourd'hui une nouvelle application dans le domaine de la science. Ici, les grands félins tels que les lions et les guépards sont légion. Les léopards, en revanche, sont devenus rares. Elias Matebala appartient à la tribu des Shengun. Il met ses techniques de pistage au service de ce biologiste, Andrew Parker, qui a entrepris une étude de terrain pour expliquer la disparition des léopards. Andrew a pour bagage les connaissances techniques acquises pendant ses années d'études. Elias a l'expérience du terrain. Il a vécu toute sa vie au milieu des animaux sauvages. Ensemble, ils observent les déplacements de tous les grands félins de la réserve pour vérifier leur théorie selon laquelle les léopards seraient évincés par les autres prédateurs.
Andrew suivait un léopard équipé d'un collier émetteur. Mais celui-ci n'émet plus aucun signal. Alors, Elias va utiliser sa bonne vieille méthode pour essayer de le localiser. Ici, il y a des traces. Le pistage traditionnel ne se contente pas de pallier les déficiences technologiques. Il améliore aussi les performances de la science. Étudier un animal en l'observant, cela fausse les résultats, du fait même que notre présence affecte son comportement. D'où l'importance pour nous des informations obtenues grâce au pistage. En pistant le léopard, il découvre des empreintes de lion toutes fraîches. Un lion est venu ici. Il a fait demi-tour là, et ici, et là il s'est éloigné dans cette direction. Il y a un mâle qui s'est approché de la femelle ici, et ils sont tous repartis par là. Elias est capable d'identifier un animal rien qu'en jetant un coup d'œil à ses empreintes. Mais bien sûr, je ne peux pas écrire cela noir sur blanc dans un dossier de recherche. Alors j'étaye les déductions d'Elias par des données quantitatives, c'est très important. Elias n'avait jamais vu ces empreintes de lion ici. C'est la première fois qu'ils viennent dans ce secteur. Le seul moyen de savoir à quelle troupe ils appartiennent est de continuer à les pister. Andrew, tu vois? Regarde là. Elle est toute fraîche de ce matin, non? Oui, de ce matin, vers 7h30. Il a dû arriver de là. Et je crois qu'il y en a un qui a dormi ici. Un autre, ils sont deux. Il doit dormir quelque part par là. Faut pas qu'ils nous entendent. C'est risqué de s'attarder à pied sur le territoire d'une troupe de lions. Ils peuvent devenir agressifs et s'approcher. C'est dangereux. Ou alors ils s'en vont, et là c'est fichu pour votre recherche. Vous n'en saurez pas plus. 2, avec 6 lionceaux. Et une ici qu'on ne voit pas. Il y a donc 2 femelles adultes? Oui. Et 6 subadultes. Un système de GPS leur permet de déterminer précisément à quel endroit se trouvent les lions. Il s'avère qu'ils sont sur le territoire du léopard. Ce sont vraisemblablement eux qui l'ont chassé de là. Pister, c'est savoir faire des prédictions. Cette capacité à prédire est une des plus grandes qualités d'Elias et elle semble infaillible. C'est extrêmement difficile de trouver un animal. On ne peut le chercher que dans les zones sableuses, sur les pistes, sur les berges ou le lit des rivières. Ça devient presque un roman policier. Ils ont trouvé les empreintes du léopard. Il doit être quelque part par là. À partir d'indices totalement insignifiants, il peut vous dépeindre toute la situation. Tu vois ici? Ils ont commencé à faire demi-tour. Celui-ci, il a fait ça, et il s'est mis à courir. Donc elle a peur maintenant. Oui, il a fait demi-tour. Regarde, on voit qu'il est retourné par là. Dans le sable du lit asséché de cette rivière, Elias reconnaît les empreintes du léopard. On viendra vérifier ce soir. Ok, on va la laisser tranquille. Je prends juste quelques notes. Elias est vraiment un as du pistage. Il a su précisément localiser les lions et décrire leur comportement. Il a aussi repéré les empreintes du léopard et il sait où le trouver. Andrew ne met pas en doute l'identification des empreintes du léopard faites par Elias. Mais pour les besoins de son étude, il doit les voir de ses propres yeux. Voilà, c'est chose faite. Je trouve qu'on sous-estime les pisteurs dans le domaine de la recherche. Le jour où les chercheurs réaliseront l'intérêt que ce savoir-faire représente pour la science, on fera du très bon travail. Le pistage et la traque sont également utiles dans d'autres domaines que celui de la recherche. Au Zimbabwe, ils servent notamment à protéger les rhinocéros qui sont aujourd'hui sérieusement menacés par le braconnage. Les rangers des parcs du Zimbabwe sont chargés de pister,
et de traquer les rhinocéros menacés pour les déplacer vers des zones plus sûres. Ils traquent aussi les braconniers. Mais les braconniers sont également d'excellents pisteurs et ils sont armés, très dangereux, et prêts à tuer non seulement des rhinocéros, mais quiconque leur met des bâtons dans les roues. Nous leur faisons la guerre parce que nous n'aurons bientôt plus un seul rhinocéros si nous les laissons les tuer. La corne de rhinocéros se vend très cher au marché noir. Donc, n'importe quel individu doté d'une corne est une victime en puissance. Les pisteurs sont en train de traquer une mère et son petit pour les capturer tous les deux et les mettre ensuite en sécurité. Ils ont découvert des traces de pas humains et en ont déduit que des braconniers traquaient cette même femelle. Les pisteurs doivent l'approcher avant les braconniers. Une fois la mère et son bébé localisés, ils appellent le tireur. La mère a reçu une flèche de sédatif, mais le petit, terrorisé, s'enfuit dans les buissons. S'il ne peut plus téter sa mère, il sera vite déshydraté et mourra. Les meilleurs pisteurs sont envoyés pour le retrouver. Pendant ce temps, commence le laborieux travail de charger la mère dans le camion. Une fois embarquée, elle est conduite au siège du parc national. Là, on s'empresse de l'écorner. Cela paraît barbare, mais c'est le seul moyen d'empêcher les braconniers de tuer les rhinocéros. La corne repoussera. La nuit tombe et le bébé rhinocéros reste introuvable. Les pisteurs craignent qu'il ne tombe entre les griffes des lions. Ils se relaieront toute la nuit pour patrouiller dans cette zone. Dès le lever du jour, les rangers reprennent les recherches. Ils trouvent des traces du bébé rhinocéros et des signes qui montrent qu'il a mangé des brindilles et des feuilles. Une nourriture indigeste et même dangereuse pour un bébé qui n'est pas sevré. Il est peut-être encore vivant, mais plus pour très longtemps. Les recherches continuent, au sol et par hélicoptère. Et puis enfin, la bonne nouvelle. Ils l'ont retrouvé. Le bébé vit encore, mais souffre de déshydratation aiguë. Il faut le ramener au plus vite à sa mère. Pendant le trajet, il reste sous haute surveillance. On humidifie sa peau pour limiter les dégâts de la déshydratation. Il y a un grand moment de suspense lorsque le bébé est rendu à sa mère. Au début, elle est agressive. Elle charge son petit. Puis elle se calme et, au soulagement de tous, elle le laisse téter. On peut dire que les pisteurs ont joué un rôle clé pour empêcher l'extinction des rhinocéros du Zimbabwe. En Australie, les pisteurs et les traqueurs ont aussi contribué à sauver des espèces menacées. Pas par des braconniers, mais par un félin, le chat féral, un chat redevenu sauvage. Dans ce pays, en l'espace de 2 siècles, un nombre incalculable de chats sont retournés à l'état sauvage et ont même éliminé dans certaines régions des espèces qui étaient là bien avant eux. Au cœur de l'Australie occidentale, vit la tribu aborigène des Pintupi. Elle est entrée très tardivement en contact avec des étrangers. Noelia, l'une de leurs pisteurs les plus chevronnés, a rencontré des hommes blancs pour la première fois quand elle était adolescente.
Les Pintupi vivent toujours sur leurs terres ancestrales et continuent de chasser selon les méthodes traditionnelles. Rachel Poltridge est une écologiste qui apprend avec les femmes Pintupi l'art de la chasse et de la traque. Je travaille avec les femmes Pintupi depuis 20 ans dans ces déserts de l'Ouest pour tenter de protéger les espèces menacées et de mieux connaître les chats sauvages afin de pouvoir les contrôler plus efficacement. Comprendre ces chats transfuges, c'est essentiel pour sauver la faune sauvage australienne. On estime leur population à 15 millions. À eux tous, ils dévorent chaque jour plus de 50 millions d'espèces endémiques. À l'aide du pistage par radio, nous avons essayé de comprendre comment ils utilisaient leur environnement, quelle distance ils parcouraient, combien ils étaient, où ils dormaient, etc. Maintenant, nous essayons de contrôler la population des chats et nous nous sommes rendus compte que les traquer avec de vrais experts du pistage était le meilleur moyen de lutter contre eux dans une réalité locale. Ces gens utilisent tout leur sens pour traquer. La vue, bien sûr, mais aussi l'ouïe, l'odorat et leur intelligence. Ce qui leur donne une connaissance très approfondie du comportement des chats sauvages et leur permet de prévoir leurs déplacements. Par ailleurs, traquer un chat féral nécessite d'être en forme. Les chats sont capables de parcourir plusieurs kilomètres. Il faut donc de la persévérance, de l'endurance et une bonne condition physique pour pouvoir en capturer un. Les femmes Pintupi ont un incroyable sens de l'observation et une vue perçante. Elles voient des traces que nous ne voyons pas. Non seulement elles les voient, mais elles interprètent le comportement de l'animal en question en suivant ces traces. Si bien que nous avons des informations détaillées sur le comportement des chats. Ce qu'ils font quand ils traversent le désert, comment ils réagissent lorsqu'ils rencontrent une proie, un prédateur ou un autre chat. Combien de fois ils ont attaqué des proies, avec succès ou non. Et elles savent précisément quels chats ont visité les terriers des bandicoot lapins. Le bandicoot lapin est un marsupial nocturne aujourd'hui en danger à cause du chat féral. Les femmes pistent le bandicoot jusqu'à son terrier, où des hommes Pintupi et Rachel installent un piège photographique. Les femmes avaient vu des empreintes de chats près du terrier. L'appareil photo confirmera que ces bandicoot lapins sont en danger de mort. Nous partons donc du terrier du bandicoot. Nous suivons les traces du chat qui a été vu près de ce terrier la nuit précédente. Au bout d'une heure ou deux, nous le rattrapons et nous le tuons, certains qu'il s'agit bien du chat incriminé. Le chat féral est la nourriture préférée des femmes Pintupi. Celui-ci sera conservé pour être cuit plus tard. Jupurula est un jeune homme passionné par le pistage et qui tient absolument à transmettre ce savoir-faire. Il est convaincu que le gibier chassé dans le bush est bien meilleur pour les siens que la nourriture industrielle vendue sous cellophane dans les magasins. Jupurula voit aussi dans le pistage un exercice physique salutaire. Courir, traquer, ça fait faire de l'exercice, ça met en forme, on a plus d'énergie. On devient fort et on vit plus longtemps. Le pistage pourrait jouer un rôle bien plus important dans la science du comportement animal. Il reste encore beaucoup de pisteurs aborigènes expérimentés qui pourraient nous aider dans nos études des animaux.
Si nous n'avons plus un besoin vital de chasser les animaux pour leur chair, savoir les pister reste crucial pour la protection de la faune sauvage et pour la science. Le pistage permet de poser un regard différent sur la science du comportement des animaux. Un regard que la technologie ne remplacera jamais. Plus on travaille avec les aborigènes, moins leur savoir-faire risque de se perdre, surtout si nous lui donnons aujourd'hui une place à part entière dans la gestion de la faune sauvage. Je transmets aux jeunes mes connaissances sur l'art du pistage afin qu'ils puissent un jour, à leur tour, l'enseigner aux futures générations.